je vais reprendre là où je me suis arrêtée la séance dernière au niveau d'un exercice d'application sur la notion de bilan. Alors l'énoncé avance qu'il s'agit de deux amis qui désirent créer une société industrielle, projet dont la réalisation nécessite la mobilisation de 180 000 dinars qui seront utilisés pour respectivement donc l'achat d'un local, un local pour ça sera le siège ou bien l'usine où il y aura lieu l'activité même de l'entreprise, des machines de production à hauteur de 100 000 dinars et l'achat de stocks de matières premières nécessaires au cycle d'exploitation pour 20 000 dinars. Le reste de l'argent, des ressources, doit être disponible pour faire face aux dépenses courantes de l'entreprise. Donc ici, on suppose qu'ils vont mettre cet argent de côté, soit dans la caisse de la société ou bien dans le compte bancaire de la société pour faire face donc aux dépenses quotidiennes. Cependant, il y a un petit problème là, c'est que les deux amis n'ont pas toute la somme requise, qui est de 180 000 dinars. Ils ne disposent ainsi que des deux tiers, soit les deux tiers de 180 000 dinars, ça revient à 120 000 dinars. Pour le reste, la somme restante, soit 60 000 dinars, ils feront appel donc à un crédit bancaire. Donc ils se sont adressés à leur banque pour bénéficier d'un petit emprunt, d'un petit crédit de financement à hauteur du tiers restant, soit les 60 000 dinars. Et là donc, comme travail à faire, on vous demande de présenter le bilan de la société le jour de sa constitution. C'est quoi le bilan de la société? Un petit rappel, le bilan de la société, c'est une image, c'est une photographie instantanée de la situation financière de l'entreprise. Alors, par convention, on a dit, les ressources sont représentées du côté droit de ce tableau, les ressources de financement, c'est-à-dire les ressources de financement d'où provient les ressources financières de l'entité. C'est ça en fait. Alors que les emplois, ça correspond donc à la partie gauche du tableau que nous avons appelé bilan, et ça correspond à l'utilisation faite de ces ressources financières. Quelles sont les utilisations que l'entreprise, ou bien les acquisitions, les investissements ou les acquisitions effectuées par l'entité pour commencer son activité. Donc ça, c'était un petit récap de ce que nous avons vu précédemment. Alors, pour qu'on puisse résoudre cet exercice, il y a des préalables comme suit. Au préalable, donc, il faut distinguer pour ces énoncés quelles sont les ressources et quels sont les emplois. Les ressources ici, c'est le montant global nécessaire pour entamer l'activité, soit 180 000 dinars. Pour les 180 000 dinars, il y aura deux tiers de la somme qui seront apportés par les amis que nous avons appelés précédemment les associés, soit la somme de 120 000 dinars. Donc, cette somme, nous l'avons appelée précédemment le capital social. Donc, c'est quoi le capital social? Nous avons dit précédemment, c'est la somme des apports des associés. Le montant restant maintenant des ressources sera financé par un crédit bancaire, soit 60 000 dinars. Il s'agit d'une dette à long terme, une dette bancaire à long terme. Telles que les deux ensemble, c'est-à-dire le capital social et les dettes bancaires à long terme, constituent ce que nous avons appelé également précédemment les capitaux permanents. On passe maintenant côté des emplois. Donc, les associés, là, une fois ils ont la somme nécessaire, ils vont acheter un local pour 50 000, des machines pour 100 000. Les deux ensemble constituent des investissements à long terme. Pourquoi on dit des investissements? Parce qu'ils vont bénéficier à l'entreprise sur une longue période, soit tout au long de sa vie. Et puis, ils vont acheter des stocks de matières premières pour entamer le cycle d'exploitation proprement dit. Et là, encore une fois, j'insiste sur la nécessité de connaître tous les composants du cycle d'exploitation, de la phase d'achat des stocks de matières premières à crédit ou bien au comptant. Donc à crédit, c'est là on fait appel au compte d'aide fournisseur. Et puis le processus de production proprement dit, on aura d'autres stocks éventuellement destinés à la vente auprès des clients, donc naissance de créances clients, qui vont se transformer ultérieurement en liquidité. Alors, c'était un petit récap également. Donc, les stocks pour 20 000 dinars, le reliquat de la somme requise, c'est-à-dire des ressources financières mises à la disposition de l'entité, de la société, ça sera des liquidités à hauteur de 10 000 dinars qu'on peut déposer soit auprès de la banque de la société, du compte bancaire de la société,
bien sûr, de la société et non pas les comptes courants des associés. Et puis, ou bien on peut les déposer au niveau de la caisse de la société également. Donc ici, le préalable consistait alors de faire la distinction entre ressources et emplois, entre ressources de financement interne et les ressources de financement externe, entre les éléments d'investissement et les éléments du cycle d'exploitation. À ce niveau, je suis en mesure donc de tracer le bilan de la société comme suit. Deux colonnes, les ressources à droite, les emplois à gauche. Les ressources, il y en a deux composantes, une interne, capital 120 000 dinars, dette à long terme, le crédit bancaire 60 000 dinars. Total ressources ici, ça correspond donc à la dernière ligne donc, du bilan, 180 000 dinars. Côté emploi, la colonne à gauche, un investissement pour l'acquisition d'un local, 50 000, un autre investissement pour l'acquisition des machines de production, 100 000. Tous les deux, donc, ce sont les investissements. Et puis, les éléments du cycle d'exploitation, là, les composantes du bas de bilan, nous avons des stocks et des liquidités pour 30 000 dinars. Encore une fois, la totalité des emplois correspond à 180 000 dinars. Et comme nous l'avons vu précédemment, c'est le principe de base d'équilibre du bilan, total emploi égale la totale ressource. Vous avez donc ici une distinction des différents composants du bilan selon l'appartenance à un cycle particulier. Ressources emploi, capitaux permanents, investissement, cycle d'investissement, cycle d'exploitation, et puis la fameuse égalité entre emploi et ressources. Si votre bilan n'est pas équilibré, c'est-à-dire il n'y a pas cette égalité entre emploi et ressources, ceci implique qu'il y a eu une erreur quelque part. Soit vous avez omis, c'est-à-dire oublié une composante, ou bien vous l'avez placée dans un endroit erroné, c'est-à-dire dans une colonne ou dans un côté erroné. Ceci étant donc pour l'application, pour la correction donc de l'exercice d'application vu précédemment. Je passe maintenant au classement des éléments du bilan. Jusque-là, on parlait de emploi-ressources. Jusque-là, on parlait également de capitaux propres passifs. Capitaux propres, ce qui appartient aux associés, les passifs, les dettes de la société. Les actifs, tout simplement, ce sont les emplois. Comment? Nous allons maintenant placer les différentes composantes des cycles au niveau d'un bilan. En fait, ça obéit à deux principales règles. Donc, le classement des éléments du bilan obéit à deux principales règles. La première se base sur une distinction entre les éléments courants et les éléments non courants. Donc, le premier critère de classification ou de classement, c'est qu'il s'agit d'un élément courant ou d'un élément non courant. Le deuxième critère de classement est basé sur un certain ordre. Les éléments du bilan suivent un certain ordre lors du classement. Pour les actifs, on dit qu'il s'agit d'un ordre de liquidité croissante, alors que pour les capitaux propres et passifs, on dit qu'ils sont classés selon un ordre d'exigibilité croissante. Donc, ceci étant des deux règles de classement des éléments du bilan que je vais expliquer au fur et à mesure. Voici donc encore une fois mon bilan. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Donc, les capitaux propres et les passifs à droite, les actifs à gauche. Et je vais avoir les principales composantes du bilan. Donc, les capitaux propres, y compris le capital social, c'est une composante. Le capital social, c'est une composante des capitaux propres. Les passifs non courants, ce sont les dettes à long terme et les passifs courants, ce sont les dettes de court terme. Côté emploi, nous les avons déjà appelés actifs. Il y aura les actifs non courants et les actifs courants. Donc ce sont les principales composantes du bilan, les trois, côté capitaux propres et passifs, deux, côté actifs, tel que toujours, notre bilan, il doit respecter la condition de base qui est la condition d'équilibre, total capitaux propres et passifs, égale total actif. Maintenant, je reviens sur l'ordre de liquidité maintenant. Côté actif, comme vous voyez ici, côté des actifs, on vous dit dans un ordre de liquidité croissante. Autrement dit, comme vous voyez ici, du moins liquide, le haut du bilan à gauche, ce sont les éléments les moins liquides.
Le bas de bilan, ce sont les éléments, du côté actif bien sûr, ce sont les éléments les plus liquides. Pareil, par analogie, pour tout ce qui est capitaux propres et passifs, on vous dit qu'il s'agit d'un classement selon l'ordre d'exigibilité. Exigibilité en termes de paiement des datas croissantes, des éléments les moins exigibles tels que le capital social, et je vais expliquer ultérieurement, ne vous inquiétez pas, vers les éléments les plus exigibles dont le paiement est presque immédiat. Alors, c'est quoi cette distinction entre éléments courants et non courants dans le bilan de la société? Quand vous voyez, donc pour les actifs, on a vu qu'il y a des actifs courants et des actifs non courants. Pareil pour les passifs, il y a des passifs courants et des passifs non courants. Ce n'est pas le cas pour les capitaux propres. Alors, quels sont les critères qui me permettent de classer un élément en tant qu'un élément courant ou bien qu'un élément non courant? Voici donc les critères. Un élément non courant. C'est un élément, donc c'est une définition qui sera valable aussi bien pour les actifs et les passifs. C'est un élément qui est non lié au cycle d'exploitation. Un élément non courant, c'est un élément qui n'est pas lié au cycle d'exploitation. Donc, je peux déjà anticiper, et je vais revenir ultérieurement, les éléments du cycle d'exploitation sont des éléments courants. Et donc, ici, nous avons deux conditions. Donc, si l'élément appartient au cycle d'exploitation, ce sera un élément courant. S'il n'appartient pas au cycle d'exploitation, il y aura une autre, règle. Et donc, DONT, donc l'élément dont son échéance est strictement supérieure à l'année. Donc, les éléments non courants sont les éléments qui n'appartiennent pas au cycle d'exploitation et ce sont les éléments également qui ont une échéance strictement supérieure à l'année. Je peux dire ici donc tout ce qui est stock, créances, dette fournisseur et liquidité, ce sont des éléments courants. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent au cycle d'exploitation. De 1. Alors l'échéance elle est strictement supérieure à l'année. Une dette bancaire à long terme, c'est un élément non courant. Pourquoi? Parce que son échéance est strictement supérieure à l'année. Tout ce qui est investissement, une acquisition qui va durer à l'entreprise sur une longue période. Les investissements, toutes catégories confondues, ce sont des éléments non courants. Pourquoi? Parce qu'ils vont bénéficier à l'entreprise sur une longue période. Ceci implique que, pardon, ça c'est ce titre, il y a une faute ici, ce sont les éléments courants et non pas les éléments non courants. Donc le titre il est dupliqué ici par erreur. Donc maintenant je vous énonce la définition des éléments courants. Donc par conséquence, on peut définir les éléments courants comme suit. Ce sont les éléments des cycles d'exploitation, quelle que soit leur échéance. Tant que l'élément appartient au cycle d'exploitation, on n'observe plus son échéance, peu importe, nonobstant son échéance. Une fois il appartient au cycle d'exploitation, les éléments que je viens de citer maintenant sont des éléments courants, quelle que soit leur échéance. Donc les éléments du cycle d'exploitation, si vous voulez les revoir, ils ont été déjà énoncés au niveau du diapo numéro 7 dans cette leçon. Et puis, ainsi que les parties, donc l'autre catégorie des éléments courants, ce sont les parties à moins d'un an des éléments non courants. Et je vais expliquer. Ainsi que les parties à moins d'un an. Ici, on revient donc au concept d'échéance. Tout à l'heure, on a dit l'échéance, si elle est strictement supérieure à l'année, donc ça sera un élément non courant. Et si elle est inférieure ou égale à l'année, là, dans ce cas, ça sera un élément courant. C'est ça, ainsi que les parties à moins d'un an des éléments non courants. C'est ainsi donc qu'on parvient à faire la distinction entre éléments courants et éléments non courants. Donc le premier critère, c'est l'appartenance ou non au cycle d'exploitation. Si l'élément appartient au cycle d'exploitation, il sera considéré comme étant un élément courant, quelle que soit son échéance. On n'observe plus le deuxième critère, celui de l'échéance. Et puis, donc, il n'appartient pas au cycle d'exploitation. Comment je vais raisonner pour le classer en tant qu'élément courant ou bien élément non courant? J'observe le deuxième critère, celui de l'échéance. Inférieur ou égal à l'année, ce sera un élément courant, le bas de bilan.
strictement supérieur à l'année, ça sera le haut du bilan, donc ça sera des éléments non courants. Donc voici donc les deux critères qui nous permettent de faire la distinction entre éléments courants et éléments non courants. Un petit exercice d'application, ça sera vite fait donc. On vous demande donc de classer les éléments ci-dessous en éléments courants, en éléments non courants et bien sûr tout en justifiant votre réponse. On vous donne stock, les dettes fournisseurs à plus d'un an, construction, dette bancaire à plus d'un an, matériel de transport, caisse, machine, créance client à plus d'un an, échéance à moins d'un an sur emprunt bancaire. Et on vous demande donc de présenter ces éléments entre éléments courants et non courants et justifie votre réponse. Pour résoudre cet exercice, j'ai tracé un petit tableau comme suit. Et quand vous voyez, j'ai mis donc les éléments courants à gauche, les éléments non courants à droite. À mon sens, les stocks, les dettes fournisseurs à plus d'un an, les caisses, tout ce qui est disponibilité en caisse, tout ce qui est créance client à plus d'un an. Oh, encore une faute ici, donc le dernier mot, il est dupliqué, je ne sais pas pourquoi. Normalement, c'est l'échéance à moins d'un an là. Ici, normalement, c'est l'échéance à moins d'un an sur emprunt bancaire. Ok, donc la dernière ligne, ça correspond à l'échéance à moins d'un an sur emprunt bancaire. Donc, à mon sens, j'ai classé ces éléments en éléments courants. Pourquoi? Parce que aussi bien les stocks, les dettes fournisseurs à plus d'un an, les disponibilités en caisse ainsi que les créances clients à plus d'un an, ce sont des éléments qui appartiennent au cycle d'exploitation. Tout à l'heure, de par la définition, on a dit s'ils appartiennent au cycle d'exploitation, on n'observe plus le critère d'échéance. Le critère d'appartenance au cycle d'exploitation me permet de les classer en éléments courants, même si leur échéance est supérieure à l'année. Parce que tout élément qui appartient au cycle d'exploitation, c'est un élément courant. C'est pour cette raison que je l'ai classé donc, en tant qu'élément courant. Tandis que la partie à moins d'un an sur les éléments non courants, elle est également considérée courante. Pourquoi? Parce que son échéance, dans ce cas, elle est inférieure à l'année. Elle est inférieure ou égale à l'année. Donc, par définition, si l'élément n'appartient pas au cycle d'exploitation, comment faire pour le classer entre éléments courants et non courants? J'observe son échéance. Si elle est inférieure ou égale à l'année, donc il sera classé en élément courant. Je passe maintenant aux éléments non courants. Pourquoi j'ai classé tout ce qui est dette bancaire à plus d'un an, tout ce qui est matériel de transport et machines, en éléments non courants? Tout simplement parce que leur échéance, elle est strictement supérieure à l'année. L'élément en haut, c'est les dettes, ce sont des passifs non courants. Les matériels de transport et les machines, ce sont des investissements à long terme qui vont bénéficier à l'entreprise sur plus qu'une année. Voilà, on passe maintenant au deuxième critère de distinction entre le classement des éléments d'actifs et de passifs. La notion de liquidité et la notion d'exigibilité. Alors, la notion de liquidité, elle se rattache à la notion aux actifs, alors que la notion d'exigibilité, elle se rattache aux capitaux propres et passifs. Alors, les actifs sont classés dans un ordre de liquidité croissante, c'est-à-dire du moins liquide au plus liquide. La partie en haut à gauche du bilan, ce sont les éléments les moins liquides. La partie en bas à gauche du bilan, ce sont les éléments les plus liquides. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est fonction du temps qu'ils mettent pour se transformer en argent liquide. C'est fonction du temps qu'ils mettent pour se transformer en argent liquide. Si je reprends la partie à gauche, en bas du bilan, ce sont les liquidités. C'est l'élément le plus liquide. Juste en haut, je retrouve tout ce qui est créances envers les clients, envers l'État, envers le personnel. Donc, ce sont des créances courantes. Il suffit quelque temps pour qu'elles se transforment en liquidité. En haut, je retrouve les stocks. Juste en haut, je retrouve les stocks. Les stocks, il suffit qu'ils soient vendus pour se transformer en créances et à leur tour, ils vont se transformer en argent liquide. Ainsi, les éléments du bas de bilan
Les éléments du bas de bilan à gauche, ce sont les éléments les plus liquides. Les éléments en haut du bilan à gauche, ce sont les éléments les moins liquides. Et on y trouve les actifs non courants, qui sont les investissements, les acquisitions à long terme qui vont bénéficier à l'entreprise sur une longue période. Une fois acquises, elles ne sont pas censées être vendues sur le court terme. C'est ainsi donc qu'on classe les actifs selon l'ordre de liquidité croissante. Les éléments d'en haut, ce sont les éléments les moins liquides vers les éléments les plus liquides, tels que le dernier élément, c'est la caisse. Tel que les derniers éléments en bas, c'est la caisse. Maintenant, le critère de classement des éléments de capitaux propres et de passifs, c'est la notion d'exigibilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exigibilité? C'est la date à laquelle ils deviennent exigibles. La date à laquelle ils deviennent exigibles. Là, je me place du côté droit du bilan. En haut à droite, je retrouve tout ce qui est capitaux propres. Les capitaux propres ne sont pas exigibles. Pourquoi? Parce que c'est ce qui appartient aux associés. L'entreprise n'a ni l'obligation ni l'intention de les rembourser, de les payer sur le long ou bien le court terme. Et puis, juste au-dessous des capitaux propres, on retrouve les passifs non courants, les dettes à long terme, dont des ONT. Le paiement intervient sur des années, dans 5 ans, dans 3 ans, en tout cas, ce sera une échéance strictement supérieure à l'année. Après les passifs non courants, on retrouve tout ce qui est dettes à court terme, les dettes fournisseurs, du cycle d'exploitation, les dettes envers l'État, les dettes envers le personnel, et ainsi de suite. Donc l'ordre d'exigibilité, ça correspond au classement des éléments des capitaux propres et passifs, du moins exigible, à savoir le capital social, vers le plus exigible, soit les dettes courantes. Voici donc la dernière présentation, la dernière forme que vous devez retenir relative au bilan. Donc, comme d'habitude, à droite, tout ce qui est capitaux propres et passifs, les ressources donc. À gauche, tout ce qui est actif, soit les emplois. Au niveau des capitaux propres et passifs, la première rubrique principale, ce sont les capitaux propres. On y trouve tout ce qui est capital social ou compte de l'exploitant. Une petite parenthèse ici, vous allez la voir davantage au niveau des exercices. Quelle est la différence entre capital social et compte de l'exploitant? Le capital social, on dit capital social lorsqu'il y a pluralité d'associés, plus qu'un associé a créé la société. Mais si la société elle est créée par une seule personne, le mot capital social il est remplacé par le mot compte de l'exploitant. Donc c'est une simple distinction faite entre le nombre des associés. Un seul associé, l'apport il sera nommé compte de l'exploitant. Plusieurs associés, l'apport il sera nommé capital social. Je reviens donc sur les capitaux propres. On y trouve les réserves. On y trouve également le résultat de l'exercice. Éventuellement, nous allons revenir sur chaque élément. Et puis, après les capitaux propres, on retrouve la deuxième composante principale des passifs non courants. Principalement, ce sont les dettes bancaires à long terme, qu'on appelle également les emprunts. Et puis, la troisième principale rubrique, ce sont les passifs courants, à savoir les dettes envers les fournisseurs, envers l'État, envers la CNSS, la CNRPS, les salaires du personnel de l'entité. Et puis, l'échéance à moins d'un an sur les emprunts non courants. Ça, je ferai une application là-dessus pour que vous puissiez bien l'assimiler. Les concours bancaires, c'est tout simplement le fait que l'entreprise a dépassé le montant déposé au niveau de son compte bancaire. Et dans ce cas, son compte bancaire, il devient ce qu'on dit dans le jargon quotidien rouge. Donc l'entreprise, dans ce cas, elle ne dispose pas de l'argent dans son compte bancaire, mais c'est comme si elle a obtenu un petit crédit de court terme auprès de l'entité. Donc là, on appelle ça les concours bancaires. Côté actifs, il y en a donc deux principales rubriques, les actifs non courants et les actifs courants. Au niveau des actifs non courants, on distingue les actifs immobilisés, composés de trois principales composantes qui sont les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières. Je vais expliquer ultérieurement chaque élément à part. La dernière, ce sont les autres. Donc pas d'immobilisation corporelle, incorporelle, financière. Les autres actifs non courants, principalement, nous allons voir cette année la notion des frais préliminaires. Côté actifs courants,
comme nous avons vu déjà, sont les éléments du cycle d'exploitation, donc emploi côté cycle d'exploitation. On y trouve les stocks, les créances envers l'État, envers les clients, envers le personnel et toute catégorie de liquidité, bien sûr, tout en respectant l'égalité entre les actifs et les capitaux propres et passifs par respect du principe d'équilibre du bilan. Merci pour votre attention.